Ce soir, à l'émission, un mandat renouvelé pour l'escouade volontariat. Pour les jeunes, ça répond à un besoin de pouvoir acquérir une expérience. Et la Maison des jeunes des Basses-Laurentides montre ses 37 visages contre l'intimidation. La Maison des jeunes aussi est là pour les aider. En entrevue, Suzanne Marcotte commente la disparition de la Maison Roland. Ça a été vraiment une grande déception. Je reçois également Nadia Daman à propos de la 5e édition de la campagne « Respire, laisse pas ton stress avoir le dernier mot ». On va pouvoir voir ça sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et évidemment sur la plateforme du site web sur le dernier mot. Enfin, Karine Daou nous parle des événements à venir à l'Hurlu. Si vous cherchez un endroit pour faire un party costumé le 26, c'est la place. C'est la place. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 17 octobre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi qui relance pour encore 3 ans un projet qui est bien aimé qui s'appelle l'Escouade Volontariat. Tout à fait, Claude. C'est un projet qui a vu le jour il y a 7 ans avec comme objectif de permettre aux jeunes du Carrefour de s'engager dans des projets d'utilité collective. Plus de 400 jeunes ont transité par ce programme depuis sa création. Maintenant, l'escouade volontariat est renouvelée pour les 3 prochaines années avec l'aide financière de la Caisse des Jardins Thérèse de Blainville et avec une nouvelle image de marque aussi. D'accord. Bien, j'imagine, Clara, qu'il y a une différence entre le volontariat et le bénévolat. Tout à fait. Le volontariat, c'est une dynamique d'échange pour laquelle une personne volontaire sera rémunérée. C'est un contrat à durée et à mission définie, contrairement au bénévolat, qui est un engagement libre. Pour ce qui est du programme du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est une façon pour les participants d'intégrer progressivement le marché du travail en gagnant de l'expérience et des compétences au sein d'organismes communautaires de la région. Et qu'est-ce que les jeunes peuvent faire là, via ce programme-là? C'est très varié. Je vous donne quelques exemples de ce qui a été accompli dans les dernières années. Certains ont pu travailler dans des festivals de musique, comme Santa Teresa et Music for Cancer, au montage et au démontage des scènes, à l'accueil et à l'entretien. Ils ont aussi pu participer à la distribution alimentaire chez Moisson Laurentide, préparer des repas au café de la maison et mettre en place un jardin collectif. Alors, je vous laisse écouter le témoignage de Sébastien Fleurant, qui a pour sa part trouvé son compte à la ressourcerie d'Épantou grâce à l'escouade volontariat et qui est employé maintenant depuis 5 ans. On l'écoute. Dans le fond, quand j'arrivais, j'étais pas en super bon état. Puis dans le fond, le but, c'était de remettre ma vie en ordre, de reprendre, dans le fond, le contrôle sur ce que je vivais, puis ensuite de reprendre confiance dans le fond, mes habiletés, que je puisse, dans le fond, retourner sur le marché du travail, au lieu de me lancer directement dans quelque chose que j'étais pas nécessairement prêt. J'ai fait, là, dans le fond, pendant un très long moment, là, dans le fond, du volontariat. J'en faisais avec le Dépantou, et ensuite, quand le Dépantou a ouvert un poste, j'ai déposé mon CV là, dans le fond parce que je trouvais que c'était un organisme qui était intéressant, qui est dans la même lignée que mes valeurs. Donc ça valait la peine dans le fond j'investisse mon temps et mon énergie dans une cause à laquelle je crois. Donc Clara, c'est aussi une façon, là, dans la réalité du marché du travail actuel, une façon pour les employeurs de trouver de la main-d'œuvre. Tout à fait, ça vient répondre à un besoin pour les organismes comme pour les jeunes. En ce moment, le taux de chômage des 15 à 24 ans est le plus élevé depuis 2012, sans compter la période pandémique. Il se chiffre à 16,7 %. Le Carrefour Jeunesse Emploi en est bien conscient et enregistre une très forte demande pour ses services en ce moment. Dans ce contexte, Pierre Hardy nous explique les impacts positifs du projet sur les jeunes participants. Monsieur Hardy est président du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville et lui-même un ancien client du Carrefour. Pour les jeunes, ça répond à un besoin de pouvoir acquérir une expérience dans des milieux professionnels où ils peuvent acquérir aussi des compétences de savoir-être en ayant des responsabilités comme se présenter à l'heure pour leur activité de volontariat, être de bons collègues de travail avec les gens avec qui ils participent. Dans les effets positifs du programme, on omet aussi la possibilité de garnir son CV, d'améliorer ses connaissances en éducation financière et de comprendre quel type d'emploi est en lien avec ses intérêts parce que l'objectif du Carrefour Jeunesse Emploi, ce n'est pas seulement l'employabilité, mais aussi de permettre à sa clientèle, donc les jeunes de 15 à 35 ans, d'améliorer ses conditions de vie et d'être bien dans sa peau. Je laisse le mot de la fin à M. Hardy sur l'impact plus global de l'escouade volontariat. Ça a des retombées sur toute la communauté Thérèse de Blainville, parce que si nos organismes communautaires ont de l'aide, peuvent remplir à bien leur mission, si nos jeunes sont capables de
pousser vers l'avant pour pouvoir devenir une population active dans notre société, bien, ça a des retombées positives sur toute la communauté. Merci beaucoup, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du dévoilement d'une murale à la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides. À plus tard, Claude. La Ville de Sainte-Thérèse invite la population à une séance d'information touchant la prévention des risques liés aux pluies diluviennes en contexte de changement climatique. Prévue le mercredi 30 octobre de 19h à 21h au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, la séance sera également enregistrée et rediffusée. Les résidents pourront discuter des événements de la tempête Déby du 9 août dernier et des actions mises en place par l'administration municipale. Ils pourront aussi assister à une présentation de Marcel Roy, un expert dans le domaine de la gestion des inondations et des infiltrations d'eau dans les bâtiments. La MRC de Thérèse de Blainville a été récompensée dans le cadre du Sommet international de l'innovation en ville médiane le 8 octobre dernier à Drummondville. Elle a reçu le trophée Civim 2024 dans la catégorie entité territoriale de plus de 50 000 habitants pour son programme Signature Innovation. Ce programme permet la création de projets pilotes par des entreprises du domaine de l'intelligence artificielle dans le monde municipal. Les trophées Civim encouragent les municipalités à choisir l'innovation pour affronter les défis rencontrés sur leur territoire. La compagnie Roland et le curé Antoine Labelle ont une résonance bien particulière dans l'histoire et l'imaginaire de Saint-Jérôme. Tous deux font ponctuellement l'actualité, pour le meilleur ou pour le pire, raison pour laquelle je reçois Suzanne Marcotte, qui est vice-présidente de l'organisme Histoire et Archives Laurentides. Madame Marcotte, bonsoir. Bonsoir. Bon, d'abord, on va parler de la disparition de la Maison Roland, qui est partie en fumée dans la nuit du 5 octobre. C'était un deuxième incendie en moins de 2 ans. Je vais vous demander d'abord quelle était votre première réaction. Écoutez, ça a été vraiment une grande déception. C'est certain qu'on a vu venir ça. Hein? C'était quand même le deuxième incendie. Elle avait été abandonnée depuis... elle était vacante depuis 2014. Donc, comme bien d'autres bâtiments vacants au Québec, ben, ça finit par se détériorer, ça finit par être vandalisé, squatté, puis soit que ça finit par être démoli ou incendié. C'est le triste sort de bien des bâtiments patrimoniaux. Racontez-nous l'histoire de cette maison-là. Elle a été construite en 1939. Oui, elle a été construite en 1939. Dans un premier temps, bien, elle a eu une vocation résidentielle. Il y a quand même 3 gérants de l'usine de la compagnie Roland qui l'ont habitée avec leur famille, et ce jusqu'en 1982. De 1982 à 1992, la compagnie Roland l'a transformée en centre de formation pour les employés de l'entreprise. Et par la suite, bien, la compagnie Roland a été vendue au groupe Cascade en 1992. Et de 1994 à 2014, le groupe Cascade l'a transformé en siège social. C'est devenu son siège social. Donc, la maison a toujours été occupée et bien entretenue pendant toute cette période-là. C'est après que ça s'est gâté. C'est après que ça s'est gâté, oui, en effet. Donc, finalement, le groupe Cascade, comme vous le savez, a vendu à une compagnie américaine. Et puis, après ça, bien, la compagnie américaine a déménagé le siège social dans l'usine, donc de l'autre côté de la rivière. Et c'est là que la maison est devenue vacante. Puis, en 2016, bien, le groupe Cascade a vendu ce qu'il y avait de l'autre côté de la rivière, donc les 3 maisons Roland, ainsi que, bon, les terrains à l'entreprise immobilière Midifis. Alors, et cette maison-là, Madame Marcotte, est-ce qu'elle avait un statut particulier, un certain classement? Elle n'avait pas de classement, elle n'était pas citée par la Ville de Saint-Jérôme. Toutefois, elle faisait partie finalement de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Saint-Jérôme, et elle faisait partie des bâtiments d'intérêt patrimoniaux particuliers. Donc, ça veut dire que, bon, on peut dire que c'est des bâtiments qui ont un peu plus d'importance, soit par leur valeur historique ou soit par leur valeur patrimoniale. Je dirais que dans le cas de la maison Roland, c'est vraiment là, la valeur historique qui est très importante, évidemment intimement liée à l'histoire de la compagnie Roland, la première papetière canadienne-française au Canada, qui a été établie en 1882 à Saint-Jérôme, et également
avec la famille Roland. La famille Roland a été extrêmement impliquée dans la communauté, a contribué au développement économique et social de Saint-Jérôme et des Laurentides. On ne répétera jamais assez. Alors, comment se fait-il, Mme Marcotte, que ce soit si difficile de faire en sorte que soit reconnue une maison qui est à ce point chargée de symboles et d'histoire? C'est pas propre seulement à Saint-Jérôme, c'est partout. Effectivement, c'était la grandeur du Québec. En fait, les municipalités ont le pouvoir de citer un bâtiment historique. Encore faut-il aussi, idéalement, faut avoir l'intérêt et l'accord du propriétaire, parce que en fait, la citation vient avec des obligations. Oui. On peut pas rénover un bâtiment comme on veut à partir du moment où il est cité. Mais ça veut pas dire que parce qu'il est cité, qu'il ne peut pas être décité puis éventuellement démoli. C'est pas une garantie à toute épreuve. D'ailleurs, on l'a vu avec le domaine de l'Estérel, bâtiment classé, donc c'est vraiment là une instance supérieure, c'est donc le gouvernement du Québec qui lui attribue une reconnaissance et qui a été quand même démoli. Alors, il n'y a pas de garantie absolue. Plus on laisse aller, plus ça coûte cher à réparer, et puis à un moment donné, effectivement. Bon, c'est ce qu'on constate un peu partout à grandeur du Québec, la démolition par abandon, les bâtiments sont abandonnés, on ne les entretient pas, ce qui veut dire qu'à un moment donné, bien à la longue, ça finit par être trop coûteux pour les rénover et ça justifie un permis de démolition. Sur une note plus joyeuse, Mme Marcotte, vous tenez ce dimanche 20 octobre un événement commémoratif en lien avec le curé Labelle. Qu'est-ce qui va se passer dimanche? En fait, on célèbre le centenaire du monument au curé Labelle qui a été érigé le 20 octobre 1924. Alors, le public est invité à venir participer à cet événement-là à la salle Anthony Lessard, Maison de la Culture Claude-Henri Grignon, à compter de 15 heures. Il y aura la présentation de capsules vidéo réalisées en collaboration avec la Télévision des Basses-Laurentides, ainsi qu'un conte sur les traces du roi du Nord, raconté par le conteur Max Sauvageau, accompagné d'un violoniste, Éloi Hamès. Alors, c'est un spectacle gratuit. Ne manquez pas ce rendez-vous historique. Tous les détails sur le site web d'Histoire et Archives Laurentides. Suzanne Marcotte, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Dans le cadre d'une soirée hommage tenue le 8 octobre dernier, la Ville de Saint-Jérôme a honoré les policiers, policières et pompiers cumulant 20 et 30 années de service. Cette cérémonie, qui se déroulait en présence de quelques 200 invités au théâtre Gilles Vigneault, a été marquée par la remise de 15 médailles, l'obtention de 17 promotions et la mention de 3 départs à la retraite. Ugo Monticone, résident de Prévost, est finaliste en tant qu'auteur pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse grâce à son livre Le Cumulus Machinus, publié aux éditions de la Courte Échelle et illustré par Orbi. Le lauréat ou la lauréate, qui sera dévoilé le 13 novembre prochain, recevra une bourse de 50 000 $ pour souligner la qualité et la pertinence de son œuvre. En 2021, Ugo Monticone avait été nommé artiste de l'année dans le cadre des Grands Prix de la culture des Laurentides. On va parler maintenant art vivant avec la directrice générale de la salle de l'Hurlu, Karine Daou. Bonsoir. Bonsoir. À l'automne, il y en a qui chassent toutes sortes de bestioles, l'orignal ou le chevreuil ou je sais pas quoi. À l'Hurlu, on chasse le talent. Tout à fait, exactement. On a eu une belle édition, encore une fois, de la chasse au talent qui s'est terminée là, la semaine dernière. Et qu'est-ce que c'est la chasse au talent? Bien, c'est une chasse au talent. Donc, un concours de talent. On demande aux gens de venir faire le talent qu'ils ont. Donc, ça peut être n'importe quoi. On a eu des quarts de finale, des demi-finales. Et la semaine dernière, c'était la grande finale, en fait. Et comment ça s'est passé? C'était merveilleux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça le comble. On a eu un été quand même tranquille. Et là, c'était la folie. Il n'y avait plus une place dans la salle. Les gens étaient tellement contents d'être là. Puis on a eu des artistes incroyables qui sont venus faire leurs prestations pour la dernière de cette chasse au talent-là. Alors, dans toutes sortes de disciplines? Tout à fait. Il y avait sûrement de la musique. De l'humour, de la musique, de l'improvisation. Il y avait plein de belles choses. Et c'est un groupe de musique qui a gagné. Pour Venise. Oui. Ça a fait un peu penser aux Cowboys fringants. Ah, tiens donc. C'est vraiment incroyable. C'est des élèves qui ont terminé... le chanteur est encore à Lionel Groulx en musique, mais certains membres du groupe ont fini en musique
Donc, des artistes assez jeunes. Tout à fait. Oui. Ça a été incroyable. Puis ça, ce qu'ils ont gagné, en fait, c'est qu'on produit leur spectacle à l'Hurlu. Ouais. Ils vont avoir du coaching, une session photo personnalisée et tout ça. Donc, on risque de les revoir très, très bientôt dans notre salle. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient à la salle de spectacle à l'Hurlu? On a changé la formule d'impro. On avait des matchs à toutes les semaines. On avait 4 équipes. Et on a eu l'idée d'y aller plus en formule cabaret. Donc, c'est 12 interprètes qu'on a choisis au lieu de 24. Oui. Et c'est des ateliers d'impro, c'est des soirées cabaret où on va plus dans le développement de l'improvisation que dans la compétition. Donc, il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de pointage, il n'y a plus de pénalité. Et c'est vraiment plus dans le développement des artistes et le développement des improvisations. Un peu dans l'esprit de la baleine rose. Un petit peu, mais c'est pas nécessairement des longues improvisations. Okay. En fait, on a un calendrier vraiment différent cette année. Donc, les artistes, les improvisateurs ont de la formation. Et ensuite, le jeudi d'après, ils jouent. Fait que des fois, c'est des matchs spéciaux avec des invités. Des fois, c'est des formules cabaret vraiment plus en spectacle. Oui, OK. Donc, c'est certains jeudis, on vous invite à regarder sur le site Internet de l'Hurlu et sur la page Facebook parce que c'est pas tous les jeudis comme avant. Puis la valeur pédagogique de ça, c'est d'aller moins dans le spectaculaire puis plus dans la création. Tout à fait. Moins spectaculaire, moins le punch, mais plus dans la création. Ouais. Et la compréhension aussi des improvisations. Voilà. Avez-vous des événements thématiques qui s'en viennent? Oui, tout à fait. On a des événements thématiques pour l'Halloween, la fête qui s'en vient. Ça s'en vient très bientôt. Il y a 2 spectacles. Donc, le 25, il y a le groupe Flight to the Oryx qu'on a déjà vu à l'Hurlu. Ils ont tourné leur clip aussi à l'Hurlu l'année passée. Ils s'en viennent faire le bal des morts le 25 octobre prochain. Ça va être incroyable. La musique, ça sonne tellement bien dans notre salle et on pense que ça va être salle pleine. Là. Donc, si vous voulez des billets, dépêchez-vous. Ils sont déjà en ligne. Et le lendemain, c'est le grand bal de l'Hurlu, donc le grand bal costumé. Il va y avoir la grande messe juste avant. Donc, c'est plus un spectacle d'Halloween. Puis, on va terminer tout de suite après par un grand bal. C'est familial. Ouais. C'est si les gens veulent venir costumer, il va y avoir plein de surprises, des choses à gagner, des prix pour les meilleurs costumes. Ça va être vraiment une soirée incroyable. On vous invite à prendre vos billets là aussi sur notre site Internet. Puis on a fait un forfait famille à la demande de Et c'est aussi multidisciplinaire, cette soirée-là? Avec, il y a une portion vraiment spectacle. Et oui, c'est multidisciplinaire. C'est nos artistes de l'école qui font un spectacle en lien avec l'Halloween. Il va y avoir plein de choses de magie et tout ça. Puis ensuite, là, on s'éclate pendant la fête là, de l'Halloween. Fait que si vous cherchez un endroit pour faire un party costumé le 26... C'est la place. C'est la place. Ça va être vraiment génial. Karine Daou, merci beaucoup. On invite les gens à aller visiter votre site web. Tout à fait. Toute l'information est là. C'est gentil, merci. Merci. Au revoir. Lancée en 2019 par la Fondation André Boudreau, la campagne « Respire, laisse pas ton stress avoir le dernier mot » est de retour pour une 5e édition. Tout au long de l'année scolaire, elle cherche à atteindre les jeunes de 6 à 17 ans, leurs parents, de même que tous les intervenants qui travaillent auprès d'eux. J'en discute avec Nadia Daman, présidente de la Fondation André Boudreau. Bonsoir, Madame Daman. Bonsoir. Bon, c'est une campagne qui nous revient chaque année dans une formule qui évolue lentement, mais qui se renouvelle quand même. On va parler de tout ça, mais juste avant, rappelez-nous les grands objectifs de cette campagne. Cette campagne-là vise vraiment à faire de la prévention au niveau du stress et de l'anxiété parce qu'on sait que c'est une des premières causes qui emmène nos jeunes à s'évader vers les différentes dépendances. Donc, c'est pour ça que la campagne a été lancée il y a un peu plus que 5 ans. Et puis, là, on est content de vous présenter la 5e édition. Comme à chaque année, on se renouvelle, on écoute ce que les jeunes ont à nous dire à la fin de chaque année. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de venir vous présenter les nouveautés cette année. Excellent. Bon, maintenant, pour faire ça, il y a tout un coffre d'outils pour les jeunes, leurs parents, les professeurs, pour aider tous ces gens-là à lutter contre un ennemi qui, dans le fond, qui s'attaque à notre bien-être, à notre bonheur. Grosso modo, c'est ça. J'aimerais donc qu'on parle d'une nouveauté qui est proposée cette année sous la forme d'un concours qui s'appelle « Deviens créateur, créatrice d'un jour ». Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, en fait, c'est qu'on a demandé aux jeunes, on voulait avoir vraiment donné la parole à nos jeunes cette année parce qu'ils sont très, très volubiles sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, ils nous parlent beaucoup. Donc, cette année, on a créé avec Claudie Mercier, notre ambassadrice là, de la campagne Respire, ce concours-là. Il va y avoir 3 jeunes qui vont être choisis de 13 à 17 ans et ils doivent venir des Laurentides. C'est vraiment une particularité du concours. Et ils vont avoir la chance de créer du contenu pour la plateforme Respire. Les fameuses capsules qu'on voit. Oui, c'est ça. En compagnie de Claudie, en studio, puis ils vont être diffusés un peu partout. Ça va tourner autour des sujets du stress et de l'anxiété, mais on veut vraiment avoir leur feedback. On veut que les jeunes nous donnent leurs trucs, puis on veut qu'ils nous communiquent ça. Donc, on les invite à s'inscrire via la plateforme de tuaslederniermot.com. Ils vont remplir le formulaire et nous fournir une vidéo pour nous dire pourquoi on devrait les choisir. Est-ce qu'on risque de découvrir que les jeunes pourraient peut-être porter en eux certains outils auxquels on n'avait pas pensé? Est-ce que c'est un peu ça le but de l'exercice? Oui. En fait, oui, on le souhaite. C'est vraiment eux, cette année, nos stars, si on veut. Là. On veut vraiment leur donner toute la lumière. Donc, on souhaite qu'ils arrivent avec vraiment leurs outils. S'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, on veut qu'ils nous le communiquent. Puis, c'est pour ça qu'on a lancé ce concours-là avec Claudie. Oui. Donc, 3 jeunes qui vont être sélectionnés. On va voir ces capsules-là à partir de quand? Là, théoriquement, ça devrait être peut-être à partir du début 2025 parce qu'il faut leur donner le temps de créer le contenu avec Claudie et de l'enregistrer, bien sûr. Oui, en fait, puis on va pouvoir voir ça sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et évidemment sur la plateforme du site web Tuas le dernier mot. Il y a une autre nouveauté qui est un calendrier d'animation, outil très pratique. Dites-moi qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse? Oui, ça s'adresse plus au personnel scolaire. Parce qu'en 2023, on avait fait un sondage auprès des parents qui nous disaient qu'ils comptaient beaucoup sur le personnel scolaire. Donc, pour les aider cette année, la nouveauté du calendrier d'animation comporte des sujets à aborder à différents moments de l'année. Par exemple, quand c'est le temps de la campagne de pose ton écran, 24 heures pose ton écran, on a des sujets pour cette semaine-là pour qu'ils puissent en parler en classe avec eux. Il y en a sur différents sujets, le vapotage et tout ça. Donc, c'est vraiment pour aider les professeurs selon les thématiques de leur année scolaire à avoir des outils sur mesure pour parler à leurs jeunes, que ce soit du primaire ou du secondaire. Un sujet par mois qui nous mène jusqu'en juin. En juin, c'est le bal définissant. Vous avez un outil qui est peut-être pas nouveau, mais qui s'appelle Après-bal, tu as le dernier mot. C'est un autre sujet d'anxiété, ça? Une autre source d'anxiété, le fameux après-bal? Oui, définitivement. On le sait, toute la préparation pour le bal, mais aussi l'après-bal, savoir mettre nos limites. Qu'est-ce qu'on fait avec la consommation d'alcool, avoir un chauffeur désigné, tout ça. Donc, il y a un bel outil qui la sexualité aussi. Définitivement, comment bien se protéger, puis respecter nos choix et tout. Donc, cet outil-là, il est vraiment extraordinaire. Puis, c'est un outil là, qui est aussi inclus là, dans le calendrier des animations pour que le personnel scolaire, mais que surtout les jeunes aient accès à l'information. C'est la 5e année, le bilan est bon jusqu'à maintenant? Oui, franchement, d'année en année, on est vraiment surpris du feedback qu'on reçoit des jeunes. Les jeunes trouvent la campagne très utile, ça les aide à se détendre avant les examens et tout ça. Donc, pour moi, c'est un plaisir là, de venir vous annoncer toutes ces belles nouveautés-là pour la 5e année. Donc, ça s'appelle la campagne Respire. Moi, j'encourage les gens à aller visiter votre site web. C'est plein d'outils qui sont très bien faits, très utiles. Nadia Daman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Il y a une très jolie murale qui a été dévoilée, qu'on peut apercevoir sur le mur extérieur de la maison des jeunes des Basses-Laurentides. Vous étiez sur place. Oui, Claude, cette murale a été inaugurée officiellement mardi et a été financée par le programme de soutien du gouvernement du Québec Ensemble contre l'intimidation. Alors, pour apprendre comment cette murale a vu le jour et comment la Maison des jeunes lutte contre la cyberintimidation, je vous propose de regarder mon reportage de ce soir. Quand on a pensé faire cette murale-là, c'était vraiment dans le but de mettre tous ces jeunes ensemble pour dire qu'ils ne sont pas isolés, que ces jeunes-là sont ensemble. Puis la Maison des jeunes aussi est là pour les aider. Donc, il y a plusieurs jeunes qui se réunissent ici. Puis c'est de mettre en image, puis aussi d'avoir une présence dans le quartier au niveau de l'image, de dire « Wow, c'est trippant, la Maison des jeunes est là. C'est pas une petite maison quelque part. Là, on sait ce qui... » Puis ça représente que il y a des intervenants qui sont là pour t'écouter, puis il y a d'autres jeunes aussi qui sont là pour vivre tout ça avec toi. C'est une gang, c'est une communauté. Puis nous autres, on a une fenêtre, avec chaque jeune, on a une fenêtre d'à peu près de 12 à 17 ans pour intervenir avec eux autres.
Puis ça, c'est ces gangs-là qui partent, qui reviennent, qui font un peu de temps. Là. Fait que c'est ça qu'on veut montrer. Là. Puis c'est cool, tu sais. Il y a de la couleur, il y a des sourires, il y a plein de choses qui se passent. Dans le contexte de la cyberintimidation, il y a un enjeu auprès de nos jeunes. Certains de nos jeunes l'ont déjà vécu. Puis on trouve ça super cool qu'ils sont venus nous voir pour nous dire qu'est-ce qui se passait, puis on a pu intervenir. C'est très, très difficile parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Là, Puis nous autres, on est là pour les écouter, puis donner des moyens, intervenir, faire des arrêts d'agir et pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Notre rôle, premièrement, c'est d'aider la personne qui est victime de ça, puis de l'écouter, de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est aussi d'intervenir d'une manière préventive ou de récupérer la situation auprès de la personne qui aussi peut faire de la cyberintimidation. C'est pas d'ostraciser la personne qui fait ça, parce que les autres, ils prennent des moyens pour intervenir, puis des fois, c'est tout ce qu'ils connaissent, tu sais. Fait que nous autres, on va intervenir à tous les niveaux. Puis au niveau des parents aussi, de les inclure dans ce processus-là aussi. Je suis peintre à la base. Je fais de la musique ici avec les jeunes, mais à la base, je suis peintre. Puis j'avais le goût de faire un projet qui les incluait. Mais c'était un peu monumental ce que j'ai embarqué, là. Il y a 37 visages, 37 jeunes sur cette murale-là. Puis j'ai embarqué dans ça, mais j'ai voulu les inclure. Premièrement, juste les mettre sur la murale, pour eux autres, ça les touche beaucoup. Tu sais, wow, je fais partie de quelque chose qui est éternel, là, tu sais, qui va durer dans le temps. Ça souligne leur passage avec nous autres. Puis j'ai inclus des jeunes aussi qui voulaient travailler avec moi sur la murale pour mettre les couleurs et tout ça, tu sais. Puis aussi tracer la murale. Dans cette génération-là d'instantanés, ils ont vu que cette murale-là, je l'ai commencée au mois de juillet, puis je l'ai finie au milieu octobre. Que c'est un travail qui est long, puis c'est de revenir, c'est de faire, refaire, réessayer, mettre les couleurs, attendre que ça sèche. Sont moins habitués à ça, d'avoir un travail à longue haleine. Quand est-ce que tu vas finir, Bernard? Hey, c'est long, mais de voir, puis à la fin qu'il y a un résultat, wow, c'est cool de voir tout ça. T'sais. Fait qu'il y a quelque chose de pédagogique aussi dans ça, là, d'avoir de la persévérance dans ce qu'on fait, ouais. Ils sont touchés, ils trouvent ça vraiment cool. C'est big, là, c'est gros, ils regardent ça, puis oh my God, c'est intense. Hey, c'est moi. Puis moi, j'ai mis beaucoup d'efforts pour que chacun des jeunes puisse se reconnaître dans ça. Fait que ça les touche beaucoup. Déjà, au début, ils croyaient plus ou moins. « Ah oui, tu vas faire ça? Je suis dedans, tu sais. Je fais partie du croquis, puis tout ça. C'est vraiment cool. » Mais là, le résultat est là, tu sais. Puis il y a un sentiment d'appartenance aussi. Puis dans le contexte de la cyberintimidation, c'est de créer que chaque jeune ne soit pas isolé. Il fasse partie d'un groupe, tu sais. C'est très important pour nous. Puis ça représente le groupe. Nos jeunes font partie de notre paysage. Puis on les voit dans les rues, tout ça. Puis ça, c'est un peu une image de dire qu'ils font partie du paysage urbain à Sainte-Thérèse. Voilà, Claude, donc une nouvelle murale qui égaye les murs de la ville. Je rappelle pour la petite histoire que la Maison des jeunes des Basses-Laurentides est la deuxième plus vieille maison des jeunes du Québec. Une vieille maison des jeunes. Oui, exactement. Merci, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.